Il était littéralement 5h du mat, quand après une soirée à boire des verres avec un pote, on a décidé de se faire peur et de lancer un jeu d'horreur. Moi, grand fada d'horreur, ça faisait longtemps que Resident Evil Village me faisait de l'œil. J'avais adoré le 7, j'allais pas rater le 8, et avec la réduction Steam additionnée à 3 grammes dans le sang, j'ai direct acheté le jeu pour une session horrifique dès le petit matin. Bon, j'avoue, j'étais peut-être pas dans les meilleures conditions pour vivre cet événement, mais quelle claque je me suis prise. Oh no, they're coming. Who is? Avant de parler du jeu, j'aimerais préciser un truc. Je sais pas vous, mais je suis le genre de joueur qui évite à tout prix de regarder trop de choses sur un jeu avant d'y jouer. Comme tout le monde, j'ai horreur du spoil, mais je vais peut-être encore un poil plus loin en étant nostalgique d'une époque où tout était possible quand je lançais un jeu. À la limite, je savais ce qu'il y avait écrit sur la notice du jeu quand je la lisais dans la voiture alors que ma mère conduisait en rentrant du centre commercial. Mais j'en savais pas bien plus. Moi, j'ai grandi en étant persuadé que dans Pokémon Rouge et Bleu, Mew pouvait apparaître derrière un camion. J'ai grandi en étant jamais certain de quel perso allait apparaître dans Super Smash Bros. Et sûrement pour revivre un peu de cette jeunesse que j'ai vécue, lorsque je sais que je vais acheter un jeu, je regarde rien dessus. Ni les critiques, ni les gameplays, ni rien du tout. Du coup, peut-être qu'aujourd'hui j'ai envie de parler d'un truc qui a déjà été discuté 10 000 fois, parce que j'ai aucune idée de ce qui a été discuté ou non sur Resident Evil Village. Mais j'ai l'intuition que ça n'a pas encore été exploré. Alors, allons-y, parlons-en. Enfin presque. Je veux encore parler d'un petit truc avant. En vrai, pas un si petit truc, mais vous allez voir, c'est intéressant. Le jeu vidéo, selon moi, c'est comme n'importe quel média. Il y a des codes typiques du genre, et à force de les voir, vous pouvez les anticiper. Comme dans un film, quand vous savez que le gentil va survivre à la fin, ou comme l'arme que vous avez vue au début du film, vous savez très bien qu'elle va servir plus tard. D'ailleurs, pour le cas précis de l'arme visible dans un film, ça porte même un nom du coup. C'est le fusil de Tchekhov. Le fusil de Tchekhov, ça prétend que tous les éléments montrés explicitement dans une œuvre vont servir plus tard au récit. Alors, j'avoue que ça sonne prétentieux dit comme ça, mais en vrai, tout le monde ressent ces codes sans forcément leur donner un nom. C'est typiquement ton meilleur pote qui, au milieu de la salle de cinéma, te chuchote « Je suis sûr que c'est lui le tueur, parce que si tu regardes bien son bracelet, il y a le nom de la mère de sa fille, qui elle-même en fait était là. » Ces codes-là, je pense qu'on peut pas vraiment faire sans. Mais par contre, je suis persuadé qu'on peut jouer avec. Ça peut être tout simple, comme faire gagner le méchant. I don't feel so good. Mais ça peut être aussi jouer avec les connaissances du spectateur, comme lui sous-entendre quelque chose au travers de codes qu'il connaît déjà pour en fait lui proposer autre chose. On est toujours tenté de croire que le méchant, c'est le type pas beau. Et les réalisateurs, ils le savent, ça. Je sais pas si ça porte un nom, mais perso, j'appelle souvent ça jouer avec les codes du média. En vrai, j'en parle jamais, donc j'appelle ça pour la vidéo jouer avec les codes du média. Et là, j'ai beaucoup sous-entendu le cinéma dans mes exemples, mais le jeu vidéo aussi est un média. Les codes ne sont pas les mêmes, et si on a tendance à croire que le joueur est maître, c'est réellement les développeurs qui tiennent la manette. La punchline de Dingos, là. Allez, on peut parler du jeu maintenant. En fait, toute cette longue tirade, c'est pour parler d'un seul truc, l'intro du jeu. Bah oui, en même temps, je vous rappelle qu'on parle d'une session bourrée à 5h du mat, il y a peu de chances qu'on discute de la fin du jeu, quoi. Souvent, en tant que fan d'horreur et de jeux vidéo, c'est moi qui choisis les jeux pour mes potes. C'est un petit peu ma responsabilité qu'ils aient peur à la fin de l'histoire. Donc, je vous cache pas qu'en démarrant l'aventure, j'ai eu un coup de stress. Avec toutes ces cinématiques, magnifiques hein, les cinématiques, soit dit en passant, mais tellement de personnages dont on connaît rien et personnellement, je m'en fous. Attendez, hein, les fans de Resident Evil, je suis sûr qu'ils y trouvent leur compte, mais moi je connais pas bien. Bref, une fois tout ça passé, une fois que les joysticks de la manette déplacent réellement le personnage, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben on marche, de nuit, dans la neige, à essayer de retrouver notre gamin, si j'ai bien capté, guidé par un chemin un petit peu linéaire, avec plein d'éléments glauques qui te font sentir en danger. Et c'est là que les codes du média font surface en moi. Vous vous souvenez de ce qu'on discutait juste avant ? Le fusil de Tchekhov, tous ces machins ? Moi je le fais pas volontairement, mais je peux pas m'empêcher de penser à tous les autres jeux que j'ai fait et de me dire « Ok, on est sur une intro un peu train fantôme, je dois suivre le chemin que le jeu m'indique, ouvrir une porte qui actionnera telle cinématique, qui actionnera une course-poursuite, qui actionnera tel truc, puis machin, puis chose, jusqu'à avoir le titre du jeu sur un fond noir. » Dit comme ça sonne péjoratif, mais il y a aucun problème en soi. Il y a des jeux d'horreur qui se basent quasi entièrement sur le côté train fantôme, et ça ne nous empêche pas d'être des très bons jeux. Personnellement, j'ai adoré le premier Outlast, alors qu'il correspond tout à fait à la description que je viens de faire. Et Resident Evil Village,
C'est à peu près le code que je pensais qu'il allait suivre. D'ailleurs, comme pour me confirmer cette impression, le chemin enneigé dont je parlais tout à l'heure nous amène dans une petite maisonnette. Porte entrouverte comme pour me suggérer « Viens, rentre, c'est par là ». Les traces de sang me guident jusqu'à une armoire, screamer. On est dans le train. Mais après ça, les choses vont changer. En sortant de cette maison, le jour commence à se lever. Et on arrive dans un magnifique village enneigé. Après, c'est le titre du jeu en même temps. J'ai grandi en Suisse, donc les villages de montagne enneigés, moi ça me parle. Mais en faisant un tour dans le village, on se rend compte que c'est méga flippant. Des têtes de boucs suspendues, personne dans les maisons, du sang partout, mais surtout, on se sent observé. D'ailleurs, on va rencontrer ce type-là, qui nous dit ce truc encore plus flippant. Chut, ils arrivent. Est-ce que t'as un gun ? Bien sûr que non, j'en ai pas. Alors en voilà un. Et bam ! Le type se fait emporter. On n'a pas réussi à voir qui ou quoi, mais bien sûr, nous aussi on se fait emporter. Et nous voilà nez à nez avec ce truc. Premier combat s'impose. Le monstre se déplace vite. C'est dur à viser, et en plus de ça, il est intuable que trou. Heureusement, j'arrive à lui placer une dernière munition avant que lui ne m'achève. Assez cinématique le moment. Et encore une fois, c'est pas conscient, mais je comprends que le jeu m'a appris les mécaniques de combat à travers cette rencontre. Et je comprends aussi à quel point ces trucs sont compliqués à abattre. Et donc malgré moi, je me dis, maintenant que cette séquence tuto est passée, cherchons la prochaine porte à franchir, le prochain checkpoint à valider pour réellement commencer le jeu, maintenant que j'ai les bases. Et à mes yeux, c'est maintenant que cette intro tourne au génie. Alors que je marche, avec encore les images du précédent combat en tête, je vois un monstre. Postiché sur un toit, au KLM comme disent les jeunes. Prêt à me démolir si j'ai l'audace de passer au-dessous. Donc je me dis, le chemin est sûrement par là, et un combat s'impose à nouveau. Mais attends. En fait, le type est pas tout seul. Ils sont deux. Bon, vu comment j'ai galéré à tuer l'autre, on va rebrousser chemin, histoire de voir si c'est pas juste un piège. Ah, voilà. J'avais raté un passage. C'est sûrement là que le jeu veut m'emmener. Bon, il y a aussi un monstre par là. 2, 3, 4. J'avoue, ça commence à faire beaucoup. Après, je suis un joueur aguerri, donc je me dis que c'est peut-être une séquence où je dois traverser le village sans tirer. Parce que, en soi, les ennemis, ils m'attaquent pas. Ils font que me regarder fixement avec leur bruit d'animal flippant, là. Ok, non. Lui, il a l'air beaucoup trop agressif. Je préfère pas prendre le risque. J'attaque. Après avoir explosé ce tonneau, je cours au portail rouge, qui est bien sûr le chemin que je dois prendre. Après tout, on met pas un objet rouge dans un jeu s'il est pas important. Hein. Et merde, c'est fermé. Bon, ok, on est très clairement dans le scénario typique de la course-poursuite du jeu. Je sais que je peux pas tous les battre. Il y avait l'air d'avoir un chemin que j'ai pas encore emprunté tout à l'heure. Je retourne sur mes pas, je tire sur un ennemi. Juste assez pour me frayer un chemin, pas assez pour l'abattre. Je me lance, là où je pense être la suite du jeu. Je tente d'esquiver un deuxième ennemi, mais il me touche. Je me retourne, comme pour voir dans quelle merde je suis. J'en compte 1, 2, 3 qui me suivent. J'arrive dans une maison encore jamais vue. Je barricade l'entrée, il y a une échelle. C'est bon, je vais être enfin hors d'atteinte et on aura survécu à cette intro de jeu flippante. Un ennemi crie au loin. Et c'est tout. Où est la putain de suite du jeu ? En plus de ça, les ennemis sont capables de grimper, bordel. Donc je saute du toit, salam en tous ces bâtards. Moi je suis convaincu que j'ai raté un chemin du jeu, hein, et que j'étais pas censé avoir tous ces ennemis au cul, c'est pas possible. Alors je cours dans tous les sens, mais surtout en rond, en esquivant de justesse les ennemis, je cherche à tout prix un chemin pour reprendre la route tracée par le jeu, dont visiblement je me suis éloigné. Et alors que je me réfugiais dans une maison que j'avais déjà aperçue auparavant, là, posé sur une table, comme si c'était tout à fait normal, un fusil à pompe. Un fusil à pompe. Je sais pas si vous en rendez compte, hein, mais le fusil à pompe dans un survival horror, c'est un peu un symbole. C'est le signe que votre personnage, votre avatar, est devenu plus fort. Et que vous pouvez enfin répondre aux attaques que vous avez subies durant tout le jeu. C'est un truc qui normalement arrive un peu milieu de course, quoi. Je m'en souviens que même dans le jeu d'horreur Visage, super jeu soit dit en passant, il y a une joke là-dessus. Ils te font croire que le jeu va prendre un tournant alors que pas du tout. Le fusil, c'est habituellement vraiment l'image de la prise de contrôle du joueur. Mais qu'est-ce que ça fout là, après à peine 20 minutes de jeu ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que j'ai cheaté le truc ? Est-ce que j'ai cassé le jeu et je n'étais pas supposé voir tout ça ? Et alors que je suis complètement perdu, comme pour m'achever, je sors de cette maison, et cette petite zone là, dans laquelle je cours depuis 5 minutes, elle est en feu. C'est en train de cramer le truc. Mais attendez, c'est pas le pire, hein. Un énorme animal avec un marteau me court après. Un fucking boss de jeu, après 20 minutes.
Et là, il se passe quelque chose de super. J'ai peur. J'ai peur car je ne sais pas dans quoi je suis, je ne sais pas ce qui peut m'arriver, je ne sais pas où je dois aller en fait, je ne sais même pas ce que je suis censé faire. Je me fie donc uniquement à la seule règle du jeu vidéo qui prévaut, quelle que soit la situation, je ne dois pas mourir. Et là, j'y viens super moment, car j'oublie toutes les règles du jeu vidéo que je connais, et je ne pense qu'à un truc, survivre. Le jeu m'a perdu, car il a joué avec ses codes, et il a réussi à me faire croire que je ne jouais plus vraiment à un jeu. Et alors que j'ai utilisé mes munitions de pistolet, mes munitions de fusil, comme dans un dernier espoir de survie, je sors mon couteau, effleure un ennemi, et là je me fais abattre. Je sais pas où je vais respawn, je sais pas si j'étais censé faire autre chose, et je crois pas être capable de faire les choses vraiment différemment, même si je réapparaissais plus tôt dans mon aventure. Alors que je suis à terre, avec une flèche dans la jambe, une cinématique se lance et je comprends. Je me suis pas perdu. J'ai certainement pas hacké le jeu, au contraire. J'ai fait précisément ce qu'on attendait de moi en fait. Je devais simplement me faire battre pour avancer dans l'histoire. Alors pour les joueurs aguerris, c'est pas du tout la première fois qu'un jeu fait ça. Je me souviens que dans God of War sur PSP, il y avait un boss, le charron, que tu affrontes et qui va te maraver la tronche et c'est totalement prévu dans le scénario du jeu. Mais dans ma collection personnelle de jeux, c'est le seul qui a réussi directement en intro à me faire ressentir ce sentiment. Enfin, je dois être totalement transparent avec vous, il y a un truc à mes yeux qui vient gâcher tout ça. Un truc que j'avais pas vu lorsque j'ai fait le jeu, 3 grammes dans le sang, je vous rappelle, mais que j'ai forcément remarqué en refaisant l'intro pour cette vidéo. Un truc qui apparaît brièvement, comme si les devs en avaient un peu honte. Ils nous préviennent en fait. Pendant à peu près une seconde, une indication sur le côté nous dit « Survivez à l'assaut ». Mais bordel Capcom, pourquoi vous nous le dites en fait ? De toute façon, je prévoyais pas de ne pas survivre en fait. Je prévoyais pas de mourir, tu sais. La seule chose que fait ces indications, c'est nous prévenir qu'il y aura un assaut. Et ça, c'est vraiment dommage du coup. De fait, on doit se sentir beaucoup moins perdu une fois qu'on sait qu'on est en train de subir un assaut. On doit toujours savoir qu'on est plus ou moins sur les bons rails du coup. Mais ça reste une excellente intro à mes yeux, parce qu'il y a quand même un fusil à pompe, un boss, un village qui brûle, et en fait, tu ne peux pas survivre à l'assaut. Donc on vient tout de même te faire croire quelque chose, en te disant « survivez », pour te surprendre ensuite, puisque tu dois pas survivre, tu dois perdre. Donc pour moi, ça reste jouer avec les codes du genre, et ça invalide pas tout ce que j'ai dit auparavant, mais ça amoindrit à mes yeux le génie du truc, quoi. C'est dommage. Le jeu vidéo est vraiment un média à part à mes yeux. Et parfois, je suis un peu déçu que les développeurs ne s'amusent pas un poil plus avec les spécificités du genre. Je dis pas que jouer avec les codes du média va faire passer un jeu moyen à un jeu excellent, mais ça donne des moments mémorables quand même. Vous vous souvenez de la fin d'Halo Reach ? Alors que toute notre escouade, avec laquelle on s'est battu, est déjà tombée. Tous nos collègues ont déjà sacrifié leur vie pour la cause. Il ne reste plus que nous et l'envahisseur, sur une planète qu'on a visiblement déjà perdue. Comme pour honorer leur mémoire, notre personnage décide de rester sur la planète et de combattre l'ennemi jusqu'à ce que mort s'ensuive. Et c'est vous, le joueur, qui allez vous battre. Vous allez tirer toutes vos munitions, mettre des vagues d'ennemis à terre, avec un léger doute en tête. Si j'arrive à battre tout le monde, est-ce que je peux changer le cours de l'histoire ? Mais vous pouvez pas gagner. Et au fond, vous le savez très bien. Donc votre casque se fend sous les coups de l'ennemi. Vous tombez, tout comme votre casque de Spartan. Et le jeu se termine. Quelle magnifique fin. Et je suis persuadé que tous ceux qui ont joué à Halo Reach se souviennent de ce moment-là. Ils se souviennent avoir combattu jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus. Et ils se souviennent surtout être tombés au combat. Pour moi, le jeu vidéo peut donner des émotions comme aucun autre média ne le peut. Parce qu'encore une fois, il a ses propres codes. Et à mes yeux, il n'y a rien de plus merveilleux que lorsqu'il les utilise.